À la suite de l'assassinat en 2001 de son père Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila a été choisi par un groupe de proches conseillers pour devenir le prochain chef de l'État de la RDC. Lorsqu'il a été élu 5 ans plus tard, le nouveau président a été confronté à des défis de construction figurant sans doute parmi les plus importants pour tout dirigeant alors au pouvoir. Une série de guerres dévastatrices avait balayé un territoire de la taille de l'Europe occidentale, faisant des millions de morts, tandis que les infrastructures étaient en lambeaux à la suite de décennies de pillage et de kleptocratie. La situation demeurait exceptionnellement désastreuse, bien après le début du premier mandat de Kabila. En dehors de l'axe reliant la capitale Kinshasa à l'ouest de la zone minière de Lubumbashi au sud-est, les infrastructures de communication et de production d'électricité étaient quasiment inexistantes. Chaque coucher de soleil plongeait la plupart du pays dans l'obscurité. Il n'y avait pas de réseau national fonctionnel pour les trafics routiers et ferroviaires commerciaux entre les centres économiques du pays. Quand le jeune Kabila s'est lancé dans la campagne électorale en 2006, il a fait campagne en s'engageant à reconstruire, promettant au peuple congolais un chemin pour sortir de la misère et atteindre la prospérité. En cours de route, il a dévoilé une nouvelle vision politique baptisée 5 chantiers qui promettait de promouvoir les infrastructures, la création d'emplois, l'éducation, l'eau, l'électricité et la santé. La politique des 5 chantiers est devenue un élément central dans les efforts de M. Kabila pour remporter un deuxième mandat de 5 ans en 2011. Mais l'ambitieuse promesse de campagne a immédiatement soulevé la question du financement du développement et de la rénovation des routes, des chemins de fer et du réseau électrique de cette nation déchirée par la guerre. La Chine, une puissance montante en Afrique, apparaissait comme le seul partenaire au développement en mesure de proposer des financements à la hauteur des aspirations de M. Kabila. En 2007, le gouvernement de M. Kabila a dévoilé ce qui est devenu une affaire historique avec 2 entreprises publiques chinoises poursuivant une expansion et une diversification internationale. Le mastodonte de la construction China Railway Group Ltd, en cycle grec, et Sino Hydro, qui a construit le célèbre barrage des 3 Gorges en Chine. L'accord consistait en pratique à troquer des ressources contre des infrastructures, une pratique connue sous le nom de commerce compensatoire ou de commerce de contrepartie qui est devenue prédominante dans les principales économies asiatiques après la Seconde Guerre mondiale. Le nouvel accord sino-congolais a également fait écho au précédent accord chinois de matières premières contre infrastructures en Afrique et ailleurs. Le gouvernement de M. Kabila a accepté d'échanger des millions de tonnes des abondants gisements de cuivre et de cobalt de la RDC contre des milliards de dollars pour aménager des routes, des chemins de fer, des hôpitaux et des universités. L'intégralité du contrat devait être financée par l'Export-Import Bank of China, China Exim Bank. Le gouvernement congolais et les entreprises publiques chinoises ont convenu de faciliter l'accord en formant une entreprise commune. Le lancement d'un tel effort a nécessité des milliards de dollars de capital initial pour développer les concessions minières dans l'actuelle province de Lualaba, produisant ainsi les revenus nécessaires pour financer le projet et reverser des dividendes au consortium sino-congolais. Malgré l'incertitude des prix du marché, un accord de suivi de 2008 exigeait également que la RDC garantisse que les recettes minières couvriraient tous les coûts de l'accord, faute de quoi le gouvernement assumerait la différence. Suite à l'accord de 2008, les partenaires ont constitué l'entreprise commune dénommée la Sino-Congolaise des Mines, SICOMINE,
dont la société minière publique congolaise détenait 32% des parts. En RDC et à l'étranger, ces thèmes ont suscité une forte désapprobation. Des critiques dont la société civile et le Fonds monétaire international ont estimé que la garantie d'investissement des 9 milliards de dollars d'emprunt que l'accord représentait initialement pour l'État congolais déjà endetté et le secret dans lequel les accords avaient été conclus signifiait que l'accord était opaque, injuste et intenable. Les donateurs bilatéraux traditionnels de la RDC étaient particulièrement contrariés car le pays lourdement endetté leur demandait une remise de prêts substantiels tout en offrant en même temps de garantir le nouvel investissement chinois, dressant peut-être un créancier contre un autre afin d'obtenir de nouveaux financements coûteux. Le chef rebelle Laurent Nkunda a même cherché en 2008 à capitaliser sur la polémique appelant à la renégociation des accords sino-congolais. Malgré une certaine résistance au départ, M. Kabila a cédé aux pressions du FMI et a demandé à la CREC en 2009 de retirer la garantie d'investissement de l'accord. La CREC a accepté. Un contrat final signé plus tard cette année-là a également annulé une deuxième tranche de projet d'infrastructure, réduisant la dette contractée par la RDC dans le cadre du projet à 3 milliards de dollars. Cependant, même cela n'a pas satisfait tout le monde. L'adversaire politique de M. Kabila, en la personne d'Étienne Tshisekedi, a également demandé en 2011 que les contrats soient révisés, affirmant qu'ils avaient été négociés à l'insu de l'opinion et même du Parlement congolais. Sans garantie de récupérer son investissement, la partie chinoise assumait désormais la plupart du risque de l'entreprise, d'autant plus que le volume des gisements de minerais en question était incertain et sujet à une révision à la baisse importante au fur et à mesure que l'exploration minière progressait. En conséquence, la China Exim Bank a cherché à nantir ses prêts. Elle aurait fait appel à la RDC à céder sa participation de 32% dans Sicomine et le consortium chinois d'entreprises a hypothéqué sa part de 68% jusqu'à ce que les dettes soient remboursées. Autre point sensible, les législateurs congolais ont fait traîner le processus d'adoption des exonérations fiscales pour la Sicomine exigées par les accords de 2007 et 2008 pour contribuer à garantir la viabilité du projet à plus long terme. La chercheuse universitaire Johanna Malm a déclaré que le processus de longue haleine avait conduit la China Exim Bank à se retirer temporairement en tant que bailleur de fonds du projet en 2012 après avoir déjà prêté 1 milliard de dollars à la Sicomine, laissant potentiellement la CREC et la Sino Hydro payer la facture sans aucun financement externe pour aménager les mines afin de les exploiter et de générer des revenus. Selon l'Agence congolaise des grands travaux ACGT, le financement des infrastructures pour l'accord sino-congolaise a bel et bien été suspendu fin 2011, entraînant une chute vertigineuse du nombre de projets en cours et anticipés. Le rapport annuel de l'ACGT pour cette année-là suggère qu'il y avait de vastes problèmes dans le déploiement des projets d'infrastructure, entraînant un état de dysfonctionnement. La mise en œuvre a été entravée par des arrêts de travail intempestifs en raison du manque de financement, de la barrière linguistique et du manque d'attention aux évaluations d'impact environnemental et social selon l'agence. Entre-temps, le gouvernement congolais a tenté de combler une partie du déficit de financement en utilisant ses propres fonds. Bien qu'il se soit principalement concentré sur des études préliminaires et sur une sélection plus restreinte de projets de construction déjà en cours,
Le bilan ambitieux de M. Kabila visant à rénover les infrastructures du pays, la soi-disant révolution de la modernité, était remise en question. Mais jusque-là, qu'est-ce que la CREC et Sino Hydro? De façon claire, qu'est-ce que ces deux entreprises représentent? En tant qu'acteurs majeurs sur ce projet, ce contrat du siècle, il est important que nous zoomions sur leurs historiques et leur fonctionnement, puisqu'ils seront des fers de lance, des pièces maîtresses de la Chine en Afrique, les utilisant précisément dans le cas du contrat du siècle pour pouvoir saupoudrer sa dynamique des routes de la soie, qui est un projet qui tient énormément à cœur, un projet mondialement reconnu à travers lequel la Chine étend ses tentacules comme un dragon ou tisse ses toiles comme une araignée géante autour de la terre entière afin d'asseoir sa puissance. Il faut savoir que la Chine utilise beaucoup d'entreprises à l'international pour atteindre ses objectifs. Et parmi ces entreprises, vous avez bel et bien le CREC et Sino Hydro dans le cadre du contrat du siècle. Les entreprises publiques chinoises à l'origine de l'entreprise commune sino-congolaise sont parmi les rares entités suffisamment larges pour entreprendre un projet de l'ampleur et de l'importance des accords sino-congolaises de ressources contre infrastructure. La China Railway Group Ltd a été classée comme la deuxième plus grande société de construction au monde en 2021. Tandis que la société mère de Sino Hydro, qui est Power China, était classée 5e, devançant d'autres géants comme Hyundai et Bechtel. Cependant, comme de nombreuses entreprises du secteur international de la construction, toutes deux ont des historiques en demi-teinte en ce qui concerne la prévention de la corruption. La CREC, en octobre 2014, un comité d'éthique du Fonds de pension mondial, riche en pétrole du gouvernement norvégien, le plus grand fonds souverain au monde, a recommandé l'ajout de la CREC sur la liste noire du portefeuille d'investissement du fonds, estimant que l'entreprise présentait un risque inacceptable de corruption flagrante et notant en particulier la forte probabilité que la CREC et une filiale aient versé des pots de vin pour remporter des contrats de chemin de fer et résidentiels et le ferait probablement à nouveau à l'avenir en raison de la faiblesse des contrôles internes. En 2016, la Security and Exchange Commission américaine, l'organisme fédéral américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers, a réglé des allégations de corruption avec la banque de Wall Street JP Morgan Chase qu'elle accusait entre autres d'avoir soudoyé un vice-ministre en Chine en embauchant sa fille afin de bénéficier de la clientèle d'une entreprise publique en contrepartie. Bien que la SEC n'ait pas explicitement nommé la CREC, des reportages médiatiques diffusés auparavant l'avaient identifié comme l'entreprise publique en question et ont déclaré que le vice-ministre était Zhang Shujiang, ancien ingénieur en chef adjoint au ministère chinois des chemins de fer. Il avait été condamné à mort avec sursis en 2014 pour avoir accepté près de 8 millions de dollars de pots de vin. Voilà ce que représente la spirale de la CREC. Quant à Sino Hydro, le constructeur international d'installations hydroélectriques a également été confronté à des allégations de corruption récentes, dont les plus importantes sont survenues en Amérique latine. Des procureurs équatoriens auraient fait suite à des allégations en ouvrant une enquête en 2017 concernant 4 sociétés chinoises, dont Sino Hydro, soupçonnées de corruption dans l'attribution de contrats et d'accords de prêt. Cette année-là, la Banque africaine de développement, la BAD, a également déclaré qu'elle avait imposé une non-exclusion conditionnelle de 3 ans à Sino Hydro après avoir découvert que la société avait frauduleusement soumissionné pour des contrats en Ouganda en affirmant que des projets inachevés avaient été menés à bien.
On est là donc sur des faux et usage de faux. Pendant ce temps, Sino Hydro faisait partie des 5 entreprises chinoises qui auraient versé 200 millions de dollars en pots de vin au Venezuela pour remporter des contrats dans le cadre d'un projet de développement de 20 milliards de dollars lancé en 2010. Voici la caricature du profil de Sino Hydro et de la CREC. Et ces entreprises sont à fond dans le contrat du siècle en RDC. Les autorités de la RDC n'étaient-elles pas au courant de ces profils de ces deux sociétés? Ou était-ce intentionnellement que le choix de ces partenaires ont été faits sans commune mesure rigoureuse de contrôle? La question reste posée. Du Wei, qui employait fréquemment le pronom occidental de David, il est originaire de la province Liaoning dans le nord-est industriel de la Chine. Cet intellectuel et homme d'affaires d'une trentaine d'années faisait sa propre promotion de son expertise de protection des investissements chinois en Afrique, surtout à l'aide de contre-mesures pour atténuer les risques politiques. Selon toute vraisemblance, Du Wei était un intermédiaire idéal pour permettre au projet à haut risque de minerais contre infrastructures sino-congolais d'aboutir. Cependant, les archives contenues dans la fuite Congo Hold Up, examinées par The Century, montrent que Du Wei a favorisé des moyens peu légitimes pour soutenir la cause des sociétés chinoises. Le transfert de millions de dollars à travers une société écran dénommée la Congo Construction Company, avec de faux justificatifs à l'appui et parfois même de fausses factures et de fausses conventions de consultance. Les dossiers bancaires divulgués montrent que Du Wei utilisait également un objet contondant. De grosses sommes en espèces en même temps, des efforts considérables étaient déployés pour que le contrat aboutisse. Plusieurs années et plusieurs millions de dollars plus tard, lorsque les banques internationales ont enfin commencé à poser des questions, il était déjà trop tard. À des moments cruciaux de la vie du projet, de ressources contre infrastructure, il a versé des dizaines de millions de dollars dans les poches d'associés de M. Kabila à travers le système bancaire international. Une conduite portant les marques de la fraude bancaire, du blanchiment de capitaux et de la corruption, ainsi que les dossiers divulgués viennent maintenant le confirmer. Du Wei n'a pas répondu à de multiples demandes de commentaires, tout comme la Sicomine et ses actionnaires. The Century a également envoyé des questions détaillées à Joseph Kabila et à plusieurs membres de sa famille qui n'ont pas répondu. Du Wei apparaît de tous les côtés de l'accord sino-congolais à différents moments. Il était exceptionnellement bien connecté, bénéficiant d'une ligne directrice avec la famille du président congolais et jouant des rôles critiques dans de nombreuses organisations impliquées dans la concrétisation de l'accord de ressources contre infrastructure. The Century a découvert qu'il entretenait des liens directs avec la Sicomine, l'entreprise commune du projet, ainsi qu'avec la CREC et l'organisme gouvernemental congolais supervisant l'accord. Sur les réseaux sociaux et dans des revues, Du Wei affirme avoir occupé le poste prestigieux de secrétaire général de la Sicomine de janvier 2009 à août 2012, donc à peu près depuis son lancement jusqu'à ce qu'il travaille en tant que consultant pour le Bureau de coordination et de suivi du programme sino-congolais BCPSC. Dans un programme d'information de la BBC diffusé en 2008 sur l'accord de minerais contre infrastructure, Du Wei apparaît aux côtés d'un ingénieur de la CREC effectuant un relevé. Du Wei se déplace plus tard en voiture avec l'un des grands patrons de la CREC, alors en déplacement depuis Beijing, et lui sert d'interprète lors de conversations avec le correspondant.
En 2010, Doué s'est identifié comme représentant d'une filiale de Huyao Cobalt, qui est le plus grand raffineur de cobalt au monde et qui détient une part minoritaire dans la Sicomine. Sur une photo datant de mai 2012, Doué apparaît avec l'ambassadeur de Chine lors d'une visite officielle sur un site minier de la Sicomine. Il s'est présenté comme un conseiller du bureau d'ingénierie à grande échelle de la RDC, probablement une référence à l'ACGT, bien que l'agence ait informé The Century qu'elle n'avait jamais employé M. Dou. La CREC et Huayou Cobalt n'ont pas répondu à plusieurs demandes de commentaires. Le BCPSC a refusé de répondre aux questions spécifiques posées par The Century. Doué semble être passé à l'action fin décembre 2012, à l'époque où les actionnaires chinois de la Sicomine négociaient avec la China Exim Bank pour reprendre le financement du programme sino-congolais. Ce mois-là, il créait la CCC. De décembre 2012 à juillet 2018, M. Dou était l'un des clients les plus importants de la BGFI Bank RDC, où le frère de M. Kabila, le directeur général Francis Selemani, a personnellement ouvert le compte client de la CCC. Selon l'acte constitutif de l'entreprise et les dossiers de la BGFI Bank de la RDC, les principaux secteurs d'activité de la CCC étaient la construction, la conception et le conseil, mais les documents divulgués montrent qu'elle n'a fait guère plus que déplacer d'importantes sommes d'argent. La CCC a aidé à organiser les événements en coulisses, bien qu'elle n'ait réalisé aucune construction réelle et que ses comptes ne comportaient aucun signe de revenu ou de dépenses de commerce légitimes selon les archives de la BGFI Bank RDC. Une analyse réalisée par The Century montre que la CCC a transféré au moins 31 millions de dollars de 2013 à 2018 à des entreprises et à des personnes directement liées à M. Kabila. 21 millions de dollars principalement en espèces à des bénéficiaires inconnus. 8 millions de dollars en majorité aux partenaires commerciaux de la famille Kabila et plus de 2 millions de dollars sur les propres comptes de M. Dou. La CCC a dépensé les 3 millions de dollars restants en frais de virement et pour rembourser un prêt en utilisant des fonds qu'une société de gestion des péages avait transférés à la société de M. Dou. Le flux d'argent n'a fait que s'intensifier à mesure que Kabila se rapprochait de la fin de son dernier mandat constitutionnel à la présidence de la RDC. Au cours d'une période de 3 mois, en 2016, le projet minier Sicomine a versé 25 millions de dollars à la CCC, qui a ensuite versé cet argent à la famille Kabila, à leurs intermédiaires et à leurs partenaires commerciaux. M. Dou a détenu 80% de la CCC, le reste revenant à l'avocat congolais Guy Léando, qui a été élu au Sénat en 2019. M. Loando a ensuite été nommé ministre d'État chargé de l'aménagement du territoire par le président Félix Tshisekedi en avril 2021. Selon M. Loando, sa participation dans la CCC n'était qu'un service permettant à M. Dou de créer une société conformément à une loi en vigueur à l'époque qui exigeait au moins 2 actionnaires. Cependant, M. Loando a détenu des actions de la CCC jusqu'en juillet 2017, bien que la loi obligeant les entreprises à avoir au moins 2 actionnaires ait changé autour de la période de lancement de la CCC. La pratique juridique de M. Loando se concentre sur l'exploitation minière et la clientèle du cabinet comprend des sociétés nationales et internationales opérant en RDC, y compris la CCC et un éventail d'autres sociétés appartenant à 2 personnes qui occupent toutes deux une place importante dans les activités de M. Dou. Il s'agit de Simon, M. Kong Moari et Min Gouei, 2 Chinois. Découvrons à présent les profils de chacun d'eux. David Wei,
dénommé l'intermédiaire. Il est le fondateur de la CCC et un intermédiaire accompli qui a déplacé 65 millions de dollars à travers les comptes de sa société écran à la BGFI Bank RDC à l'aide d'un réseau étroit de représentants du secteur privé, du gouvernement et parfois des deux. The Century a découvert que M. Dou est un homme d'affaires à l'empreinte mondiale considérable. Outre la CCC, il détenait des participations majoritaires dans 10 sociétés en Chine, en RDC et à Hong Kong et contrôlait probablement 2 sociétés dans les îles Vierges britanniques, une aux Seychelles et une autre dans une zone économique libre aux Émirats arabes unis. À elles seules, 2 des structures d'investissement chinois de M. Dou, Hua Jianghan Investment Management et Wuhan Tianhong Hushang Equity Investment Fund, disposaient d'un capital d'environ 10 millions de dollars. M. Dou n'a répondu à aucune question des demandes de commentaires. Le banquier, en la personne de M. Francis Selamani, le frère de Joseph Kabila, a été directeur général de la BGFI Bank RDC de 2011 à 2018, siégeant également au conseil d'administration de la banque. Des documents de la banque montrent que M. Selemani gérait personnellement la relation bancaire avec la CCC et que les sociétés que lui et sa femme détenaient et contrôlaient ont reçu jusqu'à 9 millions de dollars de transferts de la CCC. Selemani n'a pas répondu aux multiples demandes de commentaires. L'avocat, M. Guy Loando, un avocat minier devenu sénateur congolais en 2019 et nommé ministre d'État chargé de l'aménagement du territoire en 2021 par l'actuel président Félix Tshisekedi, M. Loando est le représentant légal des sociétés détenues par l'allié de M. Dou, qui n'est rien d'autre que Kong Moai. M. Loando le cite comme mentor. Il a fourni des services juridiques et détenu une participation de 20% dans la CCC depuis le lancement de la société en 2012 jusqu'à ce qu'il la quitte en 2017, recevant environ 22 000 dollars en paiement direct de l'entreprise au cours de la même période. M. Loando a déclaré au consortium Congo Hold Up qu'il n'avait aucune connaissance des opérations bancaires de la CCC ou des activités de M. Dou en République démocratique du Congo, en Chine ou ailleurs. Monsieur Kong Moai, qui se prénomme Simon, qui se présente comme le Maya, homme d'affaires possédant des liens étroits avec la CREC et Huayou Cobalt, des actionnaires chinois de la Sicomine, ainsi qu'avec les alliés de Douwei, Monsieur Luando et Minguei, Monsieur Kong déclare qu'il s'est retrouvé en RDC après avoir répondu à l'appel de Beijing exhortant les citoyens à investir à l'étranger. Sa société de gestion des péages a versé 2,6 millions de dollars à la CCC et il était actionnaire aux côtés de Douwei dans la société chinoise Beijing Aushandi Investment Consulting. Monsieur Kong a déclenché une polémique à la BGFI Bank RDC lorsqu'il a signé un document de transfert au nom de la CCC alors qu'il n'avait aucun lien explicite avec la société. Dans des mails, M. Dou a qualifié M. Kong de notre collaborateur et un haut responsable de la banque a nommé société sœur la CCC est l'une des entreprises de M. Kong. M. Kong a déclaré à The Century que M. Dou était un ami. Il a affirmé que sa compagnie avait payé la CCC dans le cadre d'un accord de fourniture de gravier, bien que les comptes de la CCC ne reflètent aucun achat de gravier ou de tout autre matériau de construction. Il n'a pas répondu aux questions détaillées sur les indications de risque soulevées au sujet des paiements traités par l'un des partenaires correspondants de la BGFI Bank RDC. L'émissaire, en la personne de M. Moïse Ekanga, proche allié de M. Kabila, il dirige une puissante agence publique qui supervise globalement l'accord sino-congolais de minerais contre infrastructure depuis 2008.
L'agence de Moïse Ekanga a employé Doué en tant que consultant et la CCC a aidé dans le secret l'agence à rembourser un prêt de 14 millions de dollars qu'elle a utilisé pour verser des paiements à des entités liées au président de l'époque, Joseph Kabila. 2 femmes qui travaillaient pour Moïse Ekanga, Claudine Paoni et Nadia Lupaou, ont collectivement retiré près de 1,5 million de dollars des comptes de la CCC. Moïse Ekanga dirigeait une entreprise détenue en partie par Zoé, le frère de M. Kabila, qui a obtenu un marché public auprès de la CREC pour reconstruire l'une des routes les plus importantes de la RDC. Les inspecteurs publics ont accusé l'entreprise de faire un travail de mauvaise qualité et de voler des millions de dollars de recettes de péage. Ils auraient également supervisé une société offshore liée à M. Kabila qui a accordé un permis d'exploitation minière à la CCC en 2017. Moïse Ekanga n'a pas répondu aux questions posées par The Century. L'ingénieur, en la personne de Min Gouei, haut responsable de longue date de la CREC, Min Gouei a été directeur exécutif de la Sicomine de 2009 à 2012, coïncidant avec le mandat de Doué dans l'entreprise. Il a également géré l'entreprise commune de travaux routiers détenue par la CREC ainsi que la société liée à Moïse Ekanga et Zoé Kabila que les inspecteurs du gouvernement ont accusé d'avoir volé des millions de dollars de fonds qu'elle devait à l'État. Min Gouei partage de nombreux intérêts miniers avec Kong Moaoui et l'entreprise de travaux routiers qu'il a gérée a versé 8 millions de dollars dans les coffres de la CCC en utilisant de fausses conventions de consultance pour justifier ses paiements. Autre signe des liens entre les deux hommes, en 2015, Kong Moaoui a signé un marché public au nom de la même entreprise de travaux routiers. Min Gouei n'a pas répondu aux questions posées par The Century. Les versements de plusieurs millions de dollars effectués par Doué ont été traités par des géants financiers internationaux, dont la Citibank américaine et la Commerzbank allemande, qui ont négligé de l'empêcher de détourner des dizaines de millions de dollars depuis les comptes de la Sicomine et d'autres sociétés pour remplir les poches et financer les opérations commerciales de M. Kabila, sa famille et leur société. L'élément vital de la finance dépend d'acteurs majeurs pour le mouvement des dollars et des euros entre les petites banques du monde entier, tant au niveau national qu'international. Et pourtant, ces créanciers ont manqué à maintes reprises de respecter les normes internationales visant à restreindre le flux d'argent sale à travers le système financier mondial. La Citibank et le Commerzbank ont refusé de commenter les opérations financières décrites dans le présent rapport. Cependant, les deux banques ont souligné leurs efforts relatifs au devoir de vigilance et au respect de toutes les lois et réglementations applicables. Dans ses écrits publiés et ses prestations publiques, M. Dou partage ses réflexions sur la façon de protéger les investissements chinois des sables mouvants de la politique et de l'opinion populaire africaine. Dans un discours prononcé en 2018 lors d'un symposium à Shanghai, il a expliqué l'impact sur les entreprises chinoises lorsque João Lourenço a succédé José Eduardo dos Santos à la présidence angolaise. Auparavant, en 2016, M. Dou a écrit que les investisseurs chinois en Afrique devraient protéger leurs actifs en adoptant des contre-mesures servant d'alerte précoce et de prévention contre les risques politiques. Les risques politiques liés à l'investissement en Afrique sont inévitables, a noté M. Dou, conseillant aux investisseurs d'identifier clairement les différentes fractions politiques du pays hôte et le pouvoir comparatif de ces factions et tout changement à cet égard. Quelle est l'empreinte commerciale de Doué? Selon les recherches menées par The Century, Doué possédait
ou contrôlait 14 sociétés dans 6 juridictions et détenait une participation dans 11 autres sociétés en Chine et en RDC. Voici un détail en bref aperçu de ces différentes sociétés. En Chine, Du Wei est propriétaire majoritaire de 3 sociétés. Il a une participation dans 10 autres sociétés. À Hong Kong, Du Wei est propriétaire de 4 sociétés. 2 de ces sociétés ont obtenu des permis miniers en RDC. En RDC, Du Wei est propriétaire majoritaire de 3 sociétés. Il a une participation dans une autre société en RDC. Aux Seychelles, Du Wei contrôlait probablement une société. La société a obtenu un permis minier en RDC. Aux îles Vierges britanniques, il contrôlait et possédait une entreprise. Il contrôlait probablement également une autre entreprise aux mêmes îles Vierges britanniques, ramenant le nombre à 2 entreprises. Aux Émirats arabes unis, il contrôlait probablement une société. Ce qui fait de lui un maillon essentiel dans les manœuvres chinoises. Il présente le profil typique de l'araignée économique qui tisse des toiles pour faciliter les conditions de toute spirale de corruption, de blanchiment et de malversation au profit des intérêts chinois, dont il se fait le garant, ce qui naturellement lui a permis de pouvoir dérouler ce rouleau compresseur dans l'économie de la RDC au travers du contrat du siècle. Les premiers signes que des fonds associés aux accords SICOMINE aboutissaient dans l'univers privé de la famille Kabila sont apparus en 2012. Au milieu de cette année, la BGFI Banque RDC a accordé un prêt de 40 millions de dollars au ministère des Finances congolais pour financer les préparatifs d'un sommet des pays francophones qui se tiendrait prochainement à Kinshasa. Les dossiers du comité bancaire qui approuve les prêts indiquent que l'argent serait remboursé par l'accord sino-congolais de minerais contre infrastructure. Dans ses communications à ce sujet avec Brice Lacruche Alihanga, le cadre supérieur du groupe BGFI Banque au Gabon, M. Selemani a proposé un contrat parallèle pour garantir une confidentialité absolue, dont le test serait transmis via le canal le plus sécurisé, précisant que le gouvernement congolais insistait sur un tel niveau de confidentialité en raison d'une facilité de crédit existant avec la Banque mondiale et le FMI. Une telle tromperie était en fait une affaire encore plus grave. 2 ans auparavant seulement, alors qu'il menait de front des efforts visant à effacer la quasi-totalité de la dette souveraine de la RDC, plus de 12 milliards de dollars, le FMI et la Banque mondiale avaient évoqué des améliorations dans les dépenses publiques et la gestion de la dette en RDC, qui fêtait alors le 50e anniversaire de son accession à l'indépendance. Les 2 institutions avaient fait des efforts considérables pour persuader la RDC de lutter contre la corruption et d'améliorer la transparence dans son secteur minier, encourageant le pays à n'emprunter qu'à des conditions hautement concessionnelles. Par la suite, en 2012, le FMI a suspendu les prêts prévus à la RDC, accusant Kinshasa de ne pas avoir publié des contrats miniers impliquant une société qui semblait liée au milliardaire israélien Dan Gettler. Afin de permettre à la RDC de pouvoir alléger sa dette de manière importante, M. Kabila avait entre autres réformes poussé les législateurs à décréter des réductions de salaire dans le secteur public. Cependant, au cours des 2 années suivantes l'effacement de la dette, les entreprises privées de la famille Kabila ont bénéficié de millions de dollars écrémés sur des emprunts secrets du gouvernement contre les revenus miniers de l'État, selon les révélations contenues dans le Congo Hold Up. Le FMI et la Banque mondiale ont tous deux déclaré à The Century que, selon les accords en place à l'époque, de tels emprunts intérieurs non déclarés n'auraient peut-être pas été interdits. Selon le FMI, la dette intérieure n'était alors pas prise en compte dans les limites imposables aux emprunts internationaux.
La Banque mondiale, quant à elle, a déclaré à The Century qu'en 2012, elle n'exigeait pas la déclaration des prêts locaux, mais uniquement la dette extérieure à long terme, bien qu'il y ait eu des changements depuis. Les informations disponibles montrent que le BCPSC, l'organisme public congolais dirigé par Moïse Ekanga, un allié primordial de M. Kabila qui supervise l'accord de minerai contre infrastructure, a servi à transférer des millions de dollars empruntés pour le sommet vers des entreprises associées à la famille Kabila. À peu près à la période où Douay a commencé à travailler pour le BCPSC. Des hauts responsables de la BGFI Banque RDC ont redirigé 14 millions de dollars sur les 40 millions de dollars des fonds du sommet à l'agence sous la forme d'un prêt distinct. Le BCPSC a ensuite effectué un virement d'environ 7 millions de dollars le même jour sur un compte interne appartenant à la BGFI Banque RDC elle-même, qui sert normalement à réaliser certains types d'opérations techniques au sein de la banque. L'opération financière étant enregistrée comme remboursement de dettes dues par le ministère des Finances de la République démocratique du Congo. Cependant, l'analyse des documents bancaires par The Century a déterminé que les 7 millions de dollars que le BCPSC a versés sur le compte interne ont en réalité servi à rembourser une avance du même montant que la banque elle-même avait faite à une entreprise agricole. L'entreprise agricole avait utilisé ses fonds pour acheter du matériel à un homme d'affaires qui serait proche du président de l'époque, Joseph Kabila. Au moment des transferts, l'entreprise agricole était détenue par des associés connus de Kabila, notamment Marc Piedboeuf et Alain Wan, tous deux acteurs centraux d'un réseau tentaculaire d'entreprises liées à la famille Kabila et à d'autres élites politiques. Moins d'un an après les transferts, Kabila lui-même reprendrait la propriété de l'entreprise agricole aux côtés de ses enfants. Une fois la BGFI Banque RDC ayant accordé le prêt de 14 millions de dollars à la BCPSC, l'agence a versé 6 millions de dollars le lendemain à MW Afritech, une entreprise de construction également détenue par M. Piedboeuf et M. Wan. MW Afritech a ensuite placé l'argent à plusieurs endroits, notamment 2,5 millions de dollars sur un compte en Belgique détenu par une supposée filiale de MW Afritech, laquelle n'existe pas en Belgique selon les enquêtes du consortium Hold Up, 2,2 millions de dollars sur des comptes distincts de MW Afritech à la BGFI Banque RDC et dans d'autres banques du pays. Un demi-million de dollars en espèces et un demi-million de dollars à Carrière du Congo. Une société minière appartenant au même réseau Wan Piedboeuf et qui a eu d'autres liens directs avec Joseph Kabila lui-même. Monsieur Piedboeuf ni Monsieur Wan n'ont répondu à des questions sur ces opérations financières. Il n'y a eu aucune raison évidente pour laquelle le BCPSC verserait 6 millions de dollars à une entreprise de construction privée, étant donné que la mission de l'agence est, en termes généraux, de coordonner et de superviser l'accord sino-congolais. En outre, The Century n'a pu identifier aucune référence détaillée à un marché public de minerais contre infrastructure attribué à l'entreprise dans les documents de la BGFI Banque RDC ou du gouvernement, bien qu'un rapport annuel de l'ACGT en 2011 identifie MW Afritech comme sous-traitant. Quand le moment est venu pour le BCPSC de rembourser les 14 millions de dollars, M. Dou et sa société, la CCC, ont joué un rôle plus qu'important. Au cours de l'année 2013, la CCC a reçu un total de 20,5 millions de dollars en virements électroniques provenant de deux sources principales. L'une était une entreprise commune locale, la Société de gestion routière du Congo. Il s'agissait de la deuxième plus importante source de financement de la CCC en 2013, fournissant 2,5 millions de dollars. Cette année-là seulement,
La société était dirigée par l'ex-dirigeant de la Sycomine, M. Gouwei, et 60% de ses parts étaient détenues par la CREC, le principal actionnaire de la Sycomine. Le reste étant détenu par la société familiale de Kabila, Strategic Project and Investment, SPI. Cependant, l'autre source plus importante de financement était une série de virements électroniques inexpliqués de plusieurs millions de dollars, dont le montant total s'élevait à plus de 18 millions de dollars à partir de comptes bancaires en Chine et à Hong Kong, détenus au nom de 4 sociétés anonymes immatriculées aux îles Vierges britanniques, un refuge notoire pour le secret des sociétés. Ces virements électroniques ont été suivis d'opérations financières en espèces apparemment trompeuses qui ont aidé le BCPSC à rembourser ses dettes. Les 4 sociétés anonymes des îles Vierges britanniques ont toutes été créées entre 2007 et 2009 par l'intermédiaire du bureau de Hong Kong d'un fournisseur de services aux entreprises néerlandais. En 2011, la CREC a ensuite utilisé le même bureau de Hong Kong pour créer une filiale aux îles Vierges britanniques. Cette filiale détient des actions dans des entreprises minières basées en RDC, indiquant que la CREC pourrait avoir des liens avec les sociétés anonymes qui ont effectué des virements à la CCC. L'agent immatriculé sur place de ces 5 sociétés des îles Vierges britanniques a reçu une amende en 2015 pour des infractions à l'encontre des précautions contre le blanchiment de capitaux. Le calendrier de certains de ces transferts à la CCC suggère également qu'ils ont été coordonnés. 2 des sociétés des îles Vierges britanniques, National Honor Group Ltd et Universe Fate South Africa Ltd, ont toutes deux versé 7,5 millions de dollars à la CCC le 11 février 2013. National Honor Group Ltd et Sino Gate Group Ltd ont versé ensemble une somme totale de 7,6 millions de dollars à la CCC le 9 juillet 2013. Les relevés montrent que ces fonds ont transité sans entrave par la Commerce Bank, une banque correspondante desservant la BGFI Bank de la RDC. Cependant, il est important de comprendre comment fonctionne la correspondance bancaire pour se poser les questions sur le respect des réglementations dans ces différentes transactions qui ne sont rien d'autre que une toile de blanchiment.